Chers finalistes, mesdames, messieurs les enseignants et enseignantes, mesdames, messieurs les directrices et directeurs d'école, mesdames, messieurs, bienvenue à la mairie de Montreuil. Nous vous souhaitons une bienvenue pour cette finale des Libres Parleurs, le deuxième concours d'éloquence organisé par la ville de Montreuil pour les lycéens et lycéennes. Je passe tout de suite la parole à Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, enseignant en rhétorique à Sciences Po, directeur de Polteia, l'Université des savoirs politiques et chroniqueur sur Canal+. Je vous souhaite une très très belle soirée et je laisse la parole à Clément, à qui nous avons confié la coordination de ce projet. Bonne soirée. Chers amis, bonsoir. Vous allez bien? Incroyable! Mesdames, messieurs, citoyens, citoyennes, Montreuilloises, Montreuillois, on est très heureux et très fiers de vous accueillir dans cette belle salle, dans ce magnifique hôtel de ville pour la deuxième édition des Libres Parleurs de Montreuil. Ce soir, mesdames, messieurs, vous n'allez pas voir une finale de concours d'éloquence. Vous allez voir bien plus. Bien sûr, vous aurez devant vous 10 jeunes lycéens et lycéennes qui vous donneront leurs meilleurs verbes, leurs plus beaux mots, leurs plus belles séquences d'éloquence. Vous verrez 10 jeunes lycéennes et lycéens prendre la parole, vous délivrer une plaidoirie. Et à la fin, l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles sera le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de Montreuil. Mais ça n'est pas un concours d'éloquence. Parce que ce que vous ignorez peut-être, c'est que derrière ces 10 championnes et champions, il y a 3 mois de travail. Voilà 3 mois que dans tous les lycées publics de Montreuil, des ateliers rhétoriques ont été créés. Plus de 90 jeunes, 90 lycéennes et lycéens ont été formés à la fois à la pratique du discours et de l'argumentation, mais également au décryptage du discours. Voilà 3 mois que tout Montreuil, ou du moins tous les lycées de Montreuil, battent au rythme de l'éloquence et de la rhétorique. Ce soir, c'est un concours d'éloquence, mais au-delà, c'est une formation à la rhétorique, et par la formation à la rhétorique, on parle de formation à la citoyenneté. Voilà ce que vous allez voir ce soir. 10 jeunes citoyens et citoyennes qui vont prendre la parole. Et ils ne vont pas la prendre gratuitement, simplement pour le plaisir de jongler avec les mots. L'an dernier, les lycéens et lycéennes ont montré qu'on peut avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans et deviser, réfléchir, disserter sur les valeurs de notre République. L'an dernier, on a demandé aux lycéens et lycéennes de Montreuil de parler de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ce soir, les lycéennes et lycéens de Montreuil vous montrent que les jeunes ont un point de vue sur notre avenir collectif. Et toutes et tous, ils ont traité ce sujet pour vous. Est-ce que ça ira mieux demain? Vous l'avez compris, ce soir, on ne fait pas que de l'éloquence. Ce soir, on parle entre citoyennes et citoyens. Et pour les départager, nous avons réuni un jury formidable, un jury de chic et de choc qui sera là pour désigner le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Ce jury, nous allons le découvrir ensemble à l'instant. Mesdames, messieurs, premier juré, le directeur académique de Seine-Saint-Denis, s'il vous plaît, un fracas d'applaudissements pour Antoine Chalex. À ses côtés, un homme, lui-même d'une éloquence absolument redoutable puisqu'il a gagné l'an dernier le Grand Oral de France 2. Il vient par ailleurs de publier un livre fascinant intitulé « Éloquence de la sardine ». Qui mieux que lui pour départager les lycéennes et les lycéens? S'il vous plaît, un tonnerre de clappements de main pour Bill François. Mais il n'est pas seul car avec lui,
Avec lui, l'un des vidéastes historiques. Il a presque façonné YouTube de sa voix et de son image. Il est comédien, scénariste. Près d'1,5 million de personnes suivent ce qu'il a à offrir. Il est un redoutable lui aussi, orateur de l'Internet. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Kemar. Mais ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas seuls car ils seront accompagnés de l'une des meilleures spécialistes du discours et du langage. Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Est Créteil. C'est beaucoup de mots, mais ça veut dire qu'elle maîtrise la langue et le discours à la perfection. S'il vous plaît, accueillez comme il se doit Alice Crick-Planck. Mais ce n'est pas tout! Ce n'est pas tout, car à leur côté, nous avons un homme qui a pratiquement inventé la politique sur Internet. Il a lancé la chaîne Twitch Acropolis. Nombreux croyaient qu'on ne pouvait faire que du jeu vidéo sur Twitch. Il a montré qu'on pouvait en faire autre chose. Il a lancé un mouvement, s'il vous plaît, accueillez comme il le mérite Jean Massier. Mais ce n'est pas fini! Ce n'est pas fini, car enfin nous avions besoin d'une marraine. Elle accompagne le projet depuis sa naissance l'an dernier. Elle avait offert une masterclass dont tout Montreuil se souvient encore. Elle est avocate, elle était membre du jury l'an dernier. Elle l'est encore cette année. Elle nous fait l'honneur de sa présence. S'il vous plaît, accueillez Caroline Mécari. Et enfin, celui sans qui tout cela n'existerait pas, celui qui a initié le projet, c'est son idée, c'est sa réalisation, il est la seule personne grâce à qui nous sommes tous ici ce soir. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le maire de Montreuil, Patrice Bessac. Qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Messieurs, ce sont des faits incontestables. N'en doutez pas, demain vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront. Victor Hugo. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Charles de Gaulle, le 18 juin 1940. Je vous le dis, ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve qu'un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes pour elles-mêmes, que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur leur couleur de peau, mais à la mesure de leur caractère. Martin Luther King. Certains discours changent le monde. Ils font retentir la colère.
Ils abattent l'injustice, ils ouvrent des chemins pour l'humanité. Certains mots ont fait des révolutions, ils provoquent ou éteignent des guerres, ils font grandir la liberté ou l'étouffent. Ils font l'histoire. C'est de cela dont il est question aujourd'hui. Chaque génération doit assumer sa responsabilité du monde. Chaque génération doit assumer le pacte qui la lie à la longue histoire de la conscience humaine et avoir le courage d'essayer de transmettre à la génération suivante une pierre, un souffle nouveau, une idée, un monde un peu meilleur. C'est de cela dont il est question dans ce concours d'éloquence. De citoyenneté, pas de bons mots, pas de virtuosité. Ici, à Montreuil, nous ne formons pas de beaux parleurs, nous formons des libres parleurs. Nous formons des citoyennes et des citoyens de la République. Dire, parler, s'exprimer, se faire entendre, assumer pleinement sa responsabilité devant l'humanité. Chères citoyennes, chers citoyens, vous participez à ce concours. C'est un acte de courage. C'est un acte de courage parce que vous vous exposez devant vos camarades, devant vos professeurs, devant vos familles, devant nous tous ici dans cette salle. Et pour cela, soyez remerciés. Le thème de ce soir, est-ce que ça ira mieux demain? Dans un instant, nous aurons la réponse. Sachez tout de même que nous vous faisons confiance et que nous savons qu'avec vous, ça ira mieux demain. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, sans plus de discours, il est temps de laisser la parole à celles et ceux qui la prennent ce soir. Et donc, c'est avec une vibrante émotion que j'appelle la première oratrice. Elle a 16 ans, elle est en seconde art appliqué. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, applaudissez très fort May de Souza. Un jour, ma mère m'a dit que nous, les jeunes, étions la prochaine génération et que l'avenir était entre nos mains. Je m'installe dans mon canapé avec ma couverture et mon téléphone et je vais sur les réseaux sociaux. Je tombe sur la vidéo d'une jeune femme, Lisa, 25 ans, morte sous les coups de son mari. Le post d'en dessous nous informe que 150 féminicides ont été commis en 2019. Outrée et dégoûtée, je défile sur d'autres posts. Gilets jaunes, grève contre les réformes, violences policières accentuées, l'Australie en feu, Trump fait assassiner un général iranien, une troisième guerre mondiale va exploser, on se dirige vers une 6e extinction de masse, une étude australienne prévoit la fin du monde pour 2050. Est-ce que ça ira mieux demain ? Demain est entre nos mains, nous les jeunes. Waouh, sympa. Nous les jeunes, on nous dit souvent que de toute façon, on ne sait pas de quoi on parle, et puis nous ne sommes encore que des enfants. Et puis un beau jour, on nous demande de prendre la relève. Mais comment on fait? Moi, je ne suis pas Greta Thunberg. Comment réparer les dégradations que les générations précédentes ont causées? C'est nous qui devons les réparer? Seulement nous? Dans ces moments-là, je me sens inquiète. Je sens une pression sur mes épaules.
un poids. Et à vrai dire, j'ai peur. J'ai très peur. Peur de ne pas pouvoir assurer mon futur et celui de mes enfants. Je vois ici qu'il y a des gens de mon âge, et donc en fait, j'aimerais vous poser la question, est-ce que ça vous est aussi arrivé qu'on vous donne une responsabilité que vous n'arrivez pas forcément à assumer, de ressentir cette pression? Je vois des hochements de tête, je vois des oui, et c'est normal, car nous ne sommes pas les seuls. Une étude de l'OFCE nous montre qu'en 2019, 94% des jeunes d'aujourd'hui sont inquiets par rapport à la situation environnementale actuelle. Est-ce que ça ira mieux demain? Je pourrais répondre non et me dire que, au pire, je mourrai avant la Terre, comme ça c'est réglé. Et puis après, j'irai me faire un McDo avec mes potes, là-bas, et je vivrai ma vie tranquille. Et puis, quand j'aurai un travail stable, je m'achèterai une voiture avec de l'essence et une maison. Et quand mes enfants auront 16 ans, je leur dirai « Eh, l'avenir est entre vos mains ». Et puis, on pourrait continuer comme ça longtemps. Mais penser de cette manière, ce serait nier mon inquiétude et ce serait laisser tomber tous ces jeunes qui vont manifester dans les rues. Alors au fond, oui, je veux lutter contre cette peur. Je veux faire face à cette pression. Je veux forger mes épaules à un esprit combatif et soulever ce poids. Et oui, je veux me laisser la chance de vivre. À ma mère, qui m'a dit que l'avenir était entre nos mains, je réponds aujourd'hui que notre génération n'est pas la seule impliquée dans cette démarche. Maman, allons manifester ensemble. Allons soutenir les collages féminicides à Montreuil. Allons organiser des démarches pour le climat. Allons faire porter nos voix et unissons nos épaules pour porter ce poids. Maman, j'ai besoin de toi, car demain, nous devons le construire ensemble. Et si nous arrivons à créer cet élan collectif, intergénérationnel et interclasse, alors oui, demain ira mieux. Et je veux y croire. Un jour, j'ai dit à ma mère, et j'ai dit à un jury, et j'ai dit à plus d'une centaine de personnes que demain ira mieux, car l'avenir était entre les mains de toutes nos générations. Merci. Merci beaucoup. On accueille, s'il vous plaît, notre deuxième candidate. Elle est en terminale, elle a 17 ans. S'il vous plaît, accueillez Talia Jaiz. My name is Talia. I'm 17 years old, 17 ans, et je passe le bac cette année. Je suis passionnée par la musique et la biologie, et je voudrais m'orienter cette année, faire des études en neurologie. Mon plus grand rêve depuis toute petite est de partir étudier à l'étranger et de pouvoir y vivre. Pour pouvoir réaliser ce rêve, j'ai dû perfectionner mon anglais. And I'm so proud of it, by the way. Je me suis fait des amis américains, canadiens, et ils attendent que je vienne dans leur campus l'année prochaine. Mais j'ai renoncé à ce rêve de partir.
Croyez-moi, c'est la pire décision que je n'ai jamais eu à prendre. Mais si je devais retourner en arrière, alors je le ferais. Et je ferais exactement le même choix. Vous devez vous demander pourquoi la Thalia qui se tient devant vous a dû laisser ses rêves se briser en 1000 morceaux. La Thalia de 10 ans doit aussi se le demander. Mais cette Thalia-là ne se douterait pas que 7 ans plus tard, sa mère se retrouverait seule à devoir assumer 3 enfants. Mes parents se sont séparés il y a 4 ans. Et si je suis très complice avec ma mère, je suis comme une étrangère pour mon père. Nous faisons partie des 1 famille sur 5 qui sont monoparentales et dont 85% ont à leur tête une femme, ici en France. Maman fait aussi partie de ces 2 millions de personnes en France qui renoncent à se chauffer en hiver et qui sautent des repas pour pouvoir s'assurer que leurs enfants ne manquent de rien. Elle fait partie des 35% de mères célibataires qui doivent se serrer la ceinture pour ne pas être rouge à la fin de mois. Du coup, on fait aussi partie des 30% de familles monoparentales qui sont actuellement concernées par les pensions alimentaires non versées. Heureusement, ma mère a le droit à des aides comme tous les parents seuls, notamment le RSA, ou encore l'allocation de soutien familial versée par la CAF depuis 2009. Malgré ça, toutes ces aides restent insuffisantes pour 4 familles sur 10 qui, comme nous, sont sous le seuil de pauvreté. Mais, lorsque je constate que des dispositifs ont été mis en place, comme la charte de monoparentalité, qui s'engage à accompagner les parents seuls, alors je me dis que peut-être ça ira mieux demain. Mais aussi, quand je constate que la ministre Marlène Schiappa a fait en sorte que dès juin 2020, soit mis en place un nouveau service public qui compensera les pensions alimentaires non versées. Alors je me dis que ça ira mieux demain. Quand je découvre, lorsque je m'informe sur mon orientation, qu'il existe, en plus de la bourse d'études, la bourse au mérite, ainsi que des aides financières pour les étudiants en difficulté, que les universités comme l'UPEC, dans le cadre de la loi de l'orientation et de la réussite étudiants, ont mis en place un tutorat entre étudiants et des modules de soutien pour mieux accompagner les étudiants et favoriser leur réussite. Alors je me dis que ça ira mieux demain. Et surtout, quand je repense à ma mère, qui était au chômage lorsqu'elle s'est séparée de mon père et qui s'est battue pour trouver un travail, alors je me dis que oui, ça ira mieux demain. Quand je vois que ma mère a obtenu une promotion en persévérant, alors je me dis que ça ne peut qu'aller mieux demain. Quand je vois qu'elle n'a pas perdu sa détermination, alors je me dis que ça ira forcément mieux demain. Petite Thalia de 10 ans, souviens-toi de tout ce que tu as mis en œuvre pour pouvoir réaliser ton rêve. Pense à ces fois où tu as étudié avec ardeur. Pense à cette fois où ce premier rêve s'est réalisé, où tu as pu tenir une conversation en anglais sans te tromper. À toutes ces fois où tu as vu la détermination de ta mère pour que tu réussisses. Et dis-toi que tout peut aller mieux demain. Alors je me dis que finalement mon rêve n'est pas si inaccessible que ça. Qu'il reste un espoir, une chance. Que si je suis aussi déterminée que ne l'est maman, alors rien ne peut m'arrêter. À moi de me battre pour mon rêve. So yes, tomorrow everything will be alright. Tout ira mieux.
Merci beaucoup. Il a 16 ans. Il est en première art appliqué, s'il vous plaît. Accueillez comme il le mérite Hugo Fondrion. Le lâche et le futur. Nous devons véhiculer un message positif, motiver les autres. À quoi bon? Ils ne réagiront pas, les autres. Pour le futur, le peuple doit vite agir. Trop tard, le peuple va périr. Il reste encore de l'espoir. Il n'y a rien que du désespoir. Alarmant pessimisme, naïf optimisme. Stop! Juste un seul mot. Stop. Avec une grande sincérité, sans animosité ni férocité, je vais vous l'avouer, j'aimerais vous parler. Du plus profond de mon cœur, j'ai très peur. Une troisième guerre mondiale risque d'éclater. Je ne veux pas rester ici lorsque le pays sera bombardé, comme ce qu'il reste de la Syrie. Non, mère, je n'irai pas rejoindre l'armée. J'ai hélas bien trop peur d'y aller. Monsieur l'État, quoi que vous me direz, je n'irai pas mourir dans vos tranchées. Je suis surpris qu'ils n'ont pas commencé la chasse aux sorcières, à moins qu'elle n'ait déjà commencé hier. Mettez un Iranien dans la masse, il deviendra la cible des bullies de la classe. La terre finira bien par succomber. Mais je ne veux plus être là quand ça va arriver. Mais je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. Mais on est hélas à court de temps. Le poids des conséquences de ma génération est insoutenable. Cette lourde tension imbuvable, avec cette atmosphère anxiogène qui me prend au cou, j'ai de moins en moins espoir en nous. Quoi qu'on fasse, le problème ne sera pas résolu, il ne sera pas réglé. Non, il ne sera que retardé. Notre monde est condamné. Bientôt viendra l'effondrement de la société. Je hais cette façon de penser. Je ne veux pas transmettre la haine, transmettre des peurs à l'humanité, mais j'aimerais vous faire part des miennes. Je suis ce genre de lâche qui irait dans son bunker jouer à cache-cache. Cherchez-moi, je serai à 15 km sous la surface, avec un masque à gaz sur la honte qu'est ma face. Je n'implore point votre pitié. Mon discours est inapproprié. Je ne suis qu'à l'âge terrifié de finir le lendemain irradié. Est-ce que ça ira mieux demain? Je serre fort mes mains. Et sans aucune pression, ma réponse à la question. Demain me fait plus peur qu'hier. Merci beaucoup. « 15 ans, en première. Applaudissez très fort, s'il vous plaît, Alexandre Gaulier. Ça ira mieux demain. Vaste thème, n'est-ce pas? Eh bien oui, certains peut-être ici en seront surpris. Je crois que ça ira mieux demain. Oui, malgré le coronavirus, la troisième guerre mondiale et le baccalauréat de français qui approche à grands pas, je suis, quant à l'avenir, profondément optimiste. Que ce soit à l'échelle des individus, des sociétés, ou même de la planète et de l'humanité. Et j'espère qu'à la fin de mon discours, vous partagerez aussi ma pensée. Alors oui, il existe évidemment tout un tas de problèmes dont il est toujours bon de se rappeler la gravité, car les oublier reviendrait à les accepter. Le dénuement total, la pauvreté, la misère morale, les conflits déclarés et ceux qui menacent d'éclater, les tensions politiques et sociales et l'échéance environnementale, oui, tout cela existe et persiste.
Et mettre un terme à tous ces maux sera un combat de longue haleine, dans nos sociétés, mais aussi au plus profond de nous-mêmes, là où se cachent les vices qui ternissent la nature humaine. Face à cela, 2 réactions. D'abord, il est tentant d'aller s'affaler de découragement sur son canapé, d'entamer un paquet de chips devant le meilleur plombier sur M6, de se dire qu'on n'y peut rien faire et que de toute façon l'humanité est condamnée, et de maudire l'ineptie de la Terre et le foutu que les barres du voisin de palier. Mais je propose une autre voie. Je propose de réfléchir. Je suis sûr qu'il y a des gens intelligents dans la salle, n'est-ce pas? Tenez, qui se sent intelligent ici? S'il vous plaît, levez la main. N'ayez pas peur de paraître prétentieux. Dites-le, vous avez des capacités cognitives, de la culture générale. Dites-le, vous êtes intelligent. Bien. Maintenant, imaginez combien de personnes comme vous il y a sur Terre. Je vais vous le dire, presque 8 milliards. C'est beaucoup. Pouvez-nous vraiment penser que tant d'esprits, tant de mains, tant de personnes complexes, certes, faillibles, c'est certain, mais au fond, toutes assoiffées de progrès et amoureuses du bien, pouvons-nous vraiment penser que tous ces gens laisseraient déchoir sciemment un monde qui ne demandait qu'à leur offrir un meilleur demain? Je ne le crois pas. Je crois au contraire que si la bêtise humaine existe, et nous ne savons que trop bien, l'intelligence humaine existe aussi. Pensez donc à toutes les belles choses que l'homme a accomplies. Pensez donc à toutes les grandes avancées que des femmes et des hommes ont impulsées à leur société. Comparez un seul instant la situation d'il y a 100 ans, 1000 ans, à celle que nous connaissons aujourd'hui. Qui ici pourrait nier qu'il n'y ait eu de considérables avancées? Aujourd'hui, quelques coronavirus inquiètent les autorités. Et les scientifiques travaillent d'arrache-pied à trouver un vaccin. Il y a quelques siècles, la peste noire s'abattait en Europe. Les gens étaient désemparés et la médecine n'avait évidemment rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Je vous passe également la variole, la grippe espagnole, bref, toutes ces épidémies qui, aujourd'hui, en Occident du moins, nous paraissent impensables. Aujourd'hui, le dénuement et la misère de certaines populations précaires indignent notre humanité, et c'est bien normal. Mais pensez donc qu'il y a quelques siècles, la pauvreté était la norme, et bien heureux était le trentenaire qui, à la fin de l'hiver, survivait et avait de quoi manger. Aujourd'hui, la guerre fait des morts. Il y a quelques siècles, la guerre était un sport, et la mort une banalité qui pouvait arriver du moindre écart aux règles arbitraires de la société. Vous l'aurez compris, l'humanité a progressé. Vous le savez aussi bien que moi, les avancées techniques, scientifiques, éthiques, démocratiques ne cessent de repousser les limites de nos libertés. Songez aux droits des femmes, à l'égalité des sexes, que la plupart des sociétés s'efforcent de viser. Songez à la reconnaissance des personnes LGBT, des étrangers, des religions étrangères. Songez aux vaccins, à l'électricité, au suffrage universel. L'histoire, au fond, fonctionne au positivisme. Sans esprit d'invention, sans combativité, où l'humanité en serait-elle restée? Nous avons l'impression que la violence augmente. Les études prouvent au contraire que le monde n'a jamais été aussi pacifié. Nous nous concentrons sur les mauvaises nouvelles, les nouveaux problèmes, et il est bien normal de les avoir à l'esprit. Mais nous oublions tout le chemin que nous avons déjà parcouru. Et nous ne voyons pas toutes les belles initiatives et les éveils des consciences collectives. Et nous oublions qu'au fond, nous sommes tous liés par le même idéal, et que malgré les batailles d'opinion et les divergences sur les moyens d'action, nous connaissons tous la même réalité, et nous souhaitons tous l'améliorer. Monsieur Bertolt Brecht a dit cette phrase célèbre: « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. » En conclusion, je voudrais dire que le pessimisme n'est pas une solution, c'est un problème. Je pense que la réalité est largement perfectible et qu'elle doit nous interpeller, qu'elle doit nous indigner. Et que je crois que nos sociétés et nos mentalités ne cesseront d'évoluer. Est-ce que ça ira mieux demain, mesdames et messieurs? Je pense que si, ce soir, ensemble, nous nous posons la question, c'est qu'en réalité,
nous sommes prêts à en construire la solution. Merci. Et maintenant, à 16 ans et en première, accueillez, s'il vous plaît, avec un fracas d'applaudissements, Ellie Quadio. Bien, bonjour à tous. À vous aussi. Bonne année. Je suis un peu en retard. On est le 7 février et que... logiquement, à la limite, c'est vers le 31 janvier. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je pense que l'année, elle commence plutôt mal entre le coronavirus, la Troisième Guerre mondiale, les E3C. Il y a quoi? Vous savez pas ce que c'est que les E3C? Ok, boomer. Déjà, quand je parle de demain, je ne parle pas de demain qui est vraiment demain qui, quelque part, est samedi. Mais plutôt du vrai demain. Parce que si c'est samedi déjà, samedi je commence à 8h et croyez-moi, c'est pas vraiment le... Ça ira pas mieux demain. Mais quand je parle de demain, je parle de demain celui qui symbolise notre avenir. L'avenir de nos enfants. Ou même de nos petits-enfants. Et pour espérer que cet avenir puisse un jour naître, il faudrait être certain d'avoir un demain. Mes chers amis, aujourd'hui, nous voyons notre mère souffrir. Car oui, pour commencer, autant que vous êtes, nous sommes tous frères et sœurs d'une même mère, communément appelée Terre. Cette mère souffre, ainsi que plusieurs animaux. Et là, je vous vois venir. La plupart vont me dire, ouais, qu'est-ce qu'il veut le Renoir là? Il va nous parler encore d'écologie. En plus, il n'a même pas fait ses contours. Mais des millions d'animaux meurent. Ils sont tués, chassés, consommés, consumés. Et vous me parlez de mes contours. Des millions de personnes, des millions de réfugiés climatiques sont obligés de quitter leur culture, quitter leur famille pour pouvoir vivre dans un endroit, pour pouvoir, entre guillemets, survivre. Des millions de personnes meurent à cause du cancer qui est dû aux pesticides. En effet, je m'identifie à chacun d'entre eux. En ce moment-là même, des mères pleurent leurs fils. En ce moment-là même, des fils pleurent leur mère. Ils se retrouvent abandonnés, seuls, délaissés face au monde. Et tout cela à cause de notre égocentrisme à tous. Car oui, nous sommes tous responsables. Nous devons nous ressaisir. Nous devons changer notre mentalité, car c'est de l'amélioration que viendra le succès. Par exemple, nous qui aimons consommer bien plus que ce que nous avons besoin. Moi le premier d'ailleurs. Je vous avoue, j'aime beaucoup manger. Si j'achète de nouvelles baskets, mais que je n'ai plus de terre, à quoi me servirait-elle? Si j'achète, ou plutôt, si j'apprenais, honnêtement, moi, si j'apprends que quelqu'un souffre parce que j'achète un slip, si Titeuf, il était là, s'il était bel et bien vivant, il dirait que c'est pas juste. D'ailleurs, Clément, petit argument d'autorité. Nous devons rendre à notre mère nature ce qui lui appartient, car à chacune de nos mères, nous leur devons respect et protection. Et là, la plupart d'entre vous, enfin, j'ose imaginer, certains vont me dire « Moi, je me sens pas concerné. Je mange du quinoa.
je recycle mes déchets. Bref, moi, je me sens pas visé dans tout ce que tu es en train de raconter, là. Il ne s'agit pas de manger du quinoa, ni de recycler ses déchets, mais de modifier notre manière de consommer. On peut acheter, on a tous ici dans cette salle, acheté un téléphone neuf, des chaussures, notamment en cuir. On a tous acheté des trucs qui, honnêtement, on n'en avait vraiment pas besoin. Un plat bien emballé, suremballé, peut-être tellement emballé que... Non, rien, c'est mieux. En tout cas, comme je vois que personne ne s'est manifesté, je peux vraiment en déduire que vous l'avez tous déjà fait et que nous sommes vraiment tous responsables. D'ailleurs, maintenant, j'ai une autre question. Qui ici n'a jamais aimé les super-héros? Ouais, c'est toujours toi, là. En général, on aime les super-héros, enfin, à part toi. On les aime parce qu'ils sont forts, ils sont beaux, ils sont puissants, et aussi parce qu'ils sauvent la planète. On les aime parce que, quelque part, on peut trouver quelque chose que, entre guillemets, nous ne possédons pas. Aujourd'hui, il vous est donné la possibilité d'être les héros de votre enfance, les héros de vos enfants. Vous pouvez être le Sangoku que vous voulez, le Vegeta que vous voulez, parce que, bon, mine de rien, on a tous déjà tenté un Kamehameha qui n'avait abouti nulle part, ou essayer de se transformer en Super Saiyan. Ce qui est sûr, je vous invite tous à être des héros. Merci tous. Merci beaucoup. À 17 ans et en première, s'il vous plaît, accueillez comme il se doit Faridatou Enda. « 17 ans. Cela faisait 17 ans que ma mère était en France. 17 ans que ma famille vivait dans un appartement type F2, dans lequel il y avait une pièce minuscule qu'on pouvait qualifier de cuisine. Un appartement dans lequel nous nous serrions tous les uns contre les autres pour dormir. Un appartement qui sentait la précarité, la pauvreté, le malheur, mais surtout l'espoir. Nous vivions dans le quartier du Bel-Air, qui se situe dans la ville de Montreuil, et j'ai grandi dans ce quartier avec ma mère, mon grand frère et mon père. Toutes les nuits, j'entendais les ronflements de mon grand frère qui m'empêchaient de dormir. Ma mère et moi, nous dormions tête bêche. Nous nous battions pour avoir la couverture. Souvent, elle mettait ses doigts de pied sur mon visage et je ripostais par une salve de paix. Mais nous y étions habitués. Il fallait s'habituer car il n'y avait pas d'autre solution. Et toute cette précarité, toutes ces fois où je me disais que l'on méritait mieux, toutes ces fois où je me suis demandé « Est-ce que ça ira mieux demain ?» Eh bien, cela m'a donné la haine. La haine d'être au plus bas, la haine de vouloir s'en sortir, mais de ne pas pouvoir s'en sortir. Petite, j'avais beaucoup d'ambition. Pas pour moi, individuellement, mais pour l'ensemble de ma famille. Et il était donc inconcevable de nous voir vivre dans un tel appartement. Enfin, je ne sais pas si on pourrait appeler ça un appartement aujourd'hui. Ainsi, à mes 12 ans, j'ai pris une feuille, un stylo 4 couleurs, et j'ai écrit.
J'ai écrit au maire de ma ville et je lui ai dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais plus rester là à subir. Alors, je lui ai dit, « Monsieur, stop, le changement, c'est maintenant. » Et lorsque j'ai fait cela, j'ai demandé un timbre à mon père pour aller déposer ma lettre à la poste. Et il m'a regardée et m'a dit, « Mais t'es vraiment folle, toi !» D'ailleurs, beaucoup de gens ne croyaient pas en moi, car ils estimaient que j'étais trop petite pour faire cela. Et j'ai attendu pendant des mois et des mois dans l'attente d'une réponse. Et 1 an plus tard, le maire m'a répondu. Et il m'a mise en relation avec l'un des responsables des logements de Montreuil. Pendant 17 ans, mon père avait fait des demandes de logement et on avait toujours les mêmes réponses. Indisponibilité, et patati, et patata. Je pense qu'on est assez nombreux à Montreuil à connaître la chanson. Mais 1 an après la réponse du maire à ma lettre, la chanson avait changé de rythme et nous avons obtenu un logement avec 3 chambres et une cuisine qui faisait 2 fois la taille de mon ancien salon. Je ne mettais plus mes habits dans de gros sacs poubelles qui se déchiraient constamment, mais dans une armoire, avec des étagères. En emménageant dans ce nouvel appartement, en réalisant ce que je venais d'accomplir, j'ai compris que j'avais quelque chose en moi qui allait au-delà de l'espoir. J'avais la foi. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ressens le besoin de porter ce discours. Pour tous les rêveurs et pour tous ceux qui espèrent. Souvent, on se retrouve dans des situations dans lesquelles il est difficile de trouver une solution. Et sachez que malgré tout ça, malgré tous ces pleurs, malgré toutes ces mésaventures, malgré toutes ces situations désastreuses, par mon histoire, j'aimerais vous prouver que ça ira mieux demain. À 12 ans, j'écrivais dans mon carnet de bord « La vie est une guerre ». Mais je ne savais pas si je devais me battre contre la vie ou pour la vie. À 12 ans, je me suis battue pour la vie en prenant la plume. Et aujourd'hui, à 17 ans, si je continue de me battre pour la vie, pour la mienne, mais aussi pour toutes celles des personnes qui sont en difficulté, c'est en prenant la parole. Merci. Merci beaucoup. À 17 ans et en première, s'il vous plaît, applaudissez bien fort Grace Ngiele. Est-ce que ça ira mieux demain? Franchement, ça dépend de vous. Je sais juste que j'ai des préoccupations. D'ailleurs, on en a tous des préoccupations. Mais moi, j'en ai 2. D'abord, l'écologie. Ensuite, le racisme. Nous sommes tous conscients que le monde va mal. Les forêts qui brûlent sans cesse. Le cas le plus courant, la forêt amazonienne, qui faisait 550 millions d'hectares. Et en 2019, 470 000 hectares de cette forêt qui s'enflamme, à nouveau. Soit 84% de plus que l'année 2018. Vous savez, j'en ai marre d'entendre parler de la forêt amazonienne, juste parce qu'elle perd des milliers d'hectares chaque année. De cette forêt, j'aimerais bien qu'on m'en parle. Splendide!
magnifique, me l'imaginer comme dans un monde féerique, la découvrir et en garder des beaux souvenirs. On me pose la question à savoir si est-ce que ça ira mieux demain. À cette question, j'ai une réponse. Pourquoi ça n'irait pas mieux aujourd'hui? Là, maintenant. Pourquoi ça n'irait pas mieux? Pourquoi ne ferions-nous pas en sorte que ça aille mieux? Après tout, on ne sait pas de quoi demain est fait. On vit au jour le jour et l'instant présent m'amène à vous parler de ma deuxième préoccupation, le racisme. Vous connaissez tous certainement cette phrase qui dit « Nous sommes tous égaux ». Peu importe notre apparence ou notre religion, nous sommes tous égaux. Cette phrase, vous voyez, j'ai la ferme conviction que chez certaines personnes, elle a tendance à rentrer par une oreille et aussitôt ressortir par l'autre. Mais cette phrase, je peux vous garantir que je ne l'ai jamais oubliée. Certes, je n'ai pas été victime de racisme. N'empêche, ça aurait pu être moi, ou toi, ou même toi. Mais ce jour-là, à Gennevilliers, c'était Boubacar. Jeune homme noir qui a été violenté par la police alors qu'il voulait juste aider une maman qui avait perdu sa fille. Ces policiers, il les a suppliés d'arrêter. Il leur a même demandé « Pourquoi vous me traitez ainsi? La France est un pays de droit ?» Vous savez la réponse qui lui a été donnée? « Arrête de parler comme ça ne te va pas. » Boubacar, employé municipal, ne s'est jamais opposé à ce contrôle policier. Pourtant, il a été violenté, agressé, menacé par les forces de l'ordre. Est-ce vraiment la vie que nous avons décidé de mener? Ensemble? Non, je m'y oppose catégoriquement. Et vous? Est-ce vraiment la vie que vous avez décidé de mener? Le changement, c'est maintenant. Comme le disait ma collègue et le président, du moins l'ex-président François Hollande, le changement, c'est vraiment maintenant. Car si nous faisons de belles choses au présent, oui, ça ira mieux demain. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, à 18 ans, en terminale conseil-vente, s'il vous plaît, applaudissez très fort Kumba Sako. Fondamentalement, qu'avons-nous en commun, vous et moi qui suis une adolescente et une femme en devenir? Qu'est-ce que je partage avec vous comme espérance? Eh bien, je pense, et je suis même sûre, que nous voulons toutes et tous la paix. Nous voulons la paix pour un monde meilleur, un monde infiniment meilleur que ce monde dans lequel nous sommes. La paix sous toutes ses formes, la paix intérieure, c'est-à-dire la sagesse, au service d'une paix universelle. Mais tout ça, tout ce que je viens de dire, ce ne sont que des mots adolescents et puérils, s'ils ne sont pas suivis d'actes. Pourtant, c'est vrai, nous avons beaucoup de chance, la chance de vivre dans un pays où voilà plus de 70 ans que nous vivons en paix. 70 ans dans un pays où nous bénéficions d'aides généreuses, où on ne regarde pas nos revenus avant d'être soignés, la chance d'aller à l'école gratuitement, d'être instruit, d'être libre de s'exprimer.
enfin presque. Chaque jour apporte son lot de mauvaises surprises. Et d'autres mauvaises surprises peuvent nous attendre. Je vous parle ici de Française à Français. La France, ce n'est pas le monde. Et le monde va mal. Tout le monde n'a pas la chance que nous avons, même si la France aussi, ces temps-ci, elle aussi va mal. Car même si la France est toujours le pays des Lumières, nous manquons aujourd'hui de cette étincelle, de ce grand feu ardent, de l'espérance à allumer dans les cœurs des femmes et des hommes du monde entier. C'est triste, mais c'est ainsi. La France à elle seule ne peut pas changer ce monde. En un éclair, en France et ailleurs, on meurt de pauvreté et de famine. En France et ailleurs, on meurt du terrorisme. En France et ailleurs, les femmes luttent encore pour l'égalité. En France et ailleurs, on nous blâme pour nos croyances quand elles dérangent et dérogent à des règles écrites par des intelligences artificielles. La guerre est une possibilité qui nous est aujourd'hui offerte. Et je refuse cette possibilité. Je m'appelle Kumba et je vous tends aujourd'hui la main pour vous demander de l'aide. Je vous demande de m'aider à dire, à hurler que nous ne voulons pas d'un monde égoïste, détérioré et injuste. Nous voulons un autre monde où nous serions solidaires. Ne rêvons pas, c'est possible. De grands défis nous attendent. J'ai besoin de vous quand vous avez besoin de moi pour réussir. Nous devons parler au monde, à tout le monde. Je vais vous parler d'un autre monde que je connais bien. Je suis d'origine malienne et l'Afrique fait partie de nos grands défis. Car l'Afrique est un territoire où il y a vraiment besoin de beaucoup d'aide, d'un véritable élan fraternel. On dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je dis, aidez-moi, aidons-nous les uns et les autres, et tout ira mieux. L'Afrique s'appauvrit de plus en plus de toutes ses richesses, ses ressources naturelles, l'or, l'uranium, le pétrole, le charbon, le coton, le cacao. Elle pourrait profiter à tous, mais elle ne profite qu'à quelques-uns. Le monde s'appauvrit, tandis qu'une minorité en profite. Alors maintenant, vous allez m'aider, nous allons parler, nous allons agir. Nous avons le devoir d'espérer et de croire. Mais par-dessus tout, nous avons le devoir de parler. Aidez-moi et demain matin, à l'aube, nous nous réveillerons et tout ira bien. À 17 ans et en terminale, s'il vous plaît, accueillez chaleureusement Tatiana Tossani. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là. On a parlé de beaucoup de choses ce soir et à la grande surprise générale, je vais parler des manifestations. Les manifestations qui ont lieu à Paris. J'y suis allée maintes et maintes fois. J'ai manifesté, j'ai crié, j'ai chanté, avec tout le monde. On était tous ensemble, c'était presque beau. Malheureusement, les forces de l'ordre qui sont censées nous protéger ont, comme qui dirait, un problème avec les crêtes. Loin de moi l'idée de les accuser de délit de faciès, non, pas du tout, je ne suis pas là pour ça. Mais je voudrais quand même vous parler de mon ressenti. Je suis allée en manifestation avec des amis comme moi, avec des cheveux colorés, salut les potos, avec des crêtes, avec des sarouels, avec des trilles, avec des vestes. C'est vachement étrange parce que j'ai rarement vu d'autres gens que nous se faire contrôler. J'ai rarement vu d'autres gens que nous subir des violences policières. En manifestation, on se fait contrôler, mais si on n'a rien sur nous, c'est forcément suspect. Attendez, mais je n'ai rien sur moi. Oui,
mais on veut quand même vérifier une deuxième fois. Soit, vérifier. Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la coupe? Est-ce que c'est les vêtements? Que quelqu'un m'explique. Que quelqu'un m'explique pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? Pourquoi moi, on devrait me parler sur un ton condescendant? Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de répondre? Il me semble qu'en France, l'homme naît libre et égaux en droit. Alors les gardiens de la paix n'ont pas plus de droits que moi, ni que vous. Je ne vois pas vraiment de contestation, je pense qu'on est tous d'accord. Je vais parler également des blocus. En tant que lycéenne mobilisée, même si nous ne sommes pas très nombreux, le peu que nous sommes, on est ensemble et on est très soudés. Les blocus, pour beaucoup, vous pensez que ce n'est qu'un acte violent, irréfléchi? Attendez, mais on se lève à 5 heures du matin pour bloquer le lycée. Pourquoi on bloque? Parce qu'on ne nous écoute pas. À tous les gens, tous les adultes, tous les élèves, tous les parents qui ont voulu nous faire taire, mais allez bien vous faire foutre. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de parler? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit de donner mon avis? Parce que j'ai 17 ans? Attendez, mais 17 ans est un âge très bien pour donner son avis. 16 ans aussi, 15 ans aussi. Pourquoi il faudrait absolument qu'on ait 20 ans pour parler, ou 35 ans? Pourquoi il faudrait forcément qu'on ait un haut grade ou une coupe de cheveux consensuelle? Non. Aujourd'hui, je prends la parole devant vous tous, et j'en suis très contente. Mais ce que je viens d'énoncer, c'est un problème qu'on a tous, en fait. C'est un problème d'apparence, de physique. On nous colle tous des étiquettes. Mais qui les a demandées, ces étiquettes? Qui les a créées? À quoi elles servent? Moi, je cherche, hein. Je pense que tout le monde, quand vous m'avez vu monter, vous vous êtes dit « Ah, le petit quepon, il va bien nous emmerder. » Navrée, je suis une enfant du soleil, une enfant de l'amour, une enfant de la paix. Mais de me faire violenter en manifestation, ça me fait pas franchement rire. Oui, je parle beaucoup des policiers, je pense que ça se voit, que c'est quelque chose qui m'a vachement marqué. C'est pas super étonnant. C'est un truc qui nous marque tous un peu, en fait. La violence gratuite, non justifiée. On a tous été victimes de violences, que ce soit par un adulte, par un enfant. On a tous été victimes de violences. L'administration de mon lycée a pris rendez-vous avec bon nombre de bloqueurs parce qu'ils avaient bloqué. J'ai été moi-même menacée de me faire exclure. J'ai été accusée de faits qui n'ont été ni prouvés ni vérifiés. C'est pas un tout petit peu illégal, ça, les enfants? Attendez, qu'on se pose 5 minutes. Ça s'appelle de la diffamation et d'après mes sources, c'est illégal. Jusque-là, sinon, tout va bien. Étant donné que c'est un adulte, du lycée, de mon lycée, il a le droit, éventuellement, de m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Il a le droit de me menacer, de me virer. Écoutez, menacez toujours, mais mes idées, j'ai le droit de les dire. On est en France, la liberté d'expression. On est tous égaux ici. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ne puisse pas parler. Aujourd'hui, je vous parle à tous. À toi, là-bas, avec une crête, là, salut. À toi, je vous parle à vous tous. On est tous égaux, il n'y a aucune différence. Alors on va parler tous ensemble, on va dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ressent parce qu'on a le droit. Et on va se tenir la main tous ensemble. Est-ce que ça ira mieux demain? Je sais pas, je suis pas devin. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et moi, aujourd'hui, je suis venue parler avec vous. Je suis montée sur cette scène alors que je suis en train de me chier dessus, hein, faut pas croire. Hein. J'ai très peur d'être là. Mais en même temps, je parle et je suis hyper contente d'être là. Si on est tous ensemble, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Merci de m'avoir écouté. Et enfin, pour la dernière oratrice de la soirée, elle a 17 ans, en terminale,
Applaudissez très fort, s'il vous plaît, Emma Vignon. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Je connaissais une jeune fille qui se disait que oui, ça ira mieux, mais demain. Une jeune fille qui savait que ça n'allait pas aujourd'hui, mais se persuadait que oui, ça ira mieux demain. Elle avait peur du présent, peur d'essayer de faire changer les choses maintenant. Elle se sentait de trop. Ça ira mieux demain. Elle avait l'impression d'être le problème. Ça ira mieux demain. Elle se sentait affreusement seule. Ça ira mieux demain. Elle ne voulait plus être là. Mais ça ira mieux demain. Cet état d'esprit l'a conduite à laisser les situations s'empirer, son monde s'écrouler. Dans le fond, elle n'y croyait plus, mais se laissait bercer par l'illusion qu'un prince charmant sur son cheval blanc viendrait la sauver. Et dans le pire des cas, elle n'aurait qu'à attendre. Tout irait mieux demain. Attendre. Encore et encore, dans l'espoir que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Parce que si c'était faux, comment aurait-elle fait? Cette petite fille, c'est moi. C'est vous, c'est nous tous. On croit tous en l'idée que oui, ça ira mieux, qu'il suffit d'y croire, que tout finira par passer, qu'il suffit d'attendre. Mais l'attente ne résout rien. Elle rend juste passive dans des situations qui nécessitent une action. Attendre, c'est subir et ne rien dire. Pendant longtemps, j'ai attendu. Parce que je m'étais convaincue que partir loin réglerait tous mes problèmes. Qu'être à l'autre bout du monde était la seule solution, qu'en prenant l'avion, mes problèmes resteraient bloqués à la frontière. J'attribuais comme cause à mes chagrins uniquement la géographie et mes fréquentations. Je pensais que m'échapper et couper les ponts était la chose la plus courageuse et juste à faire. Courageuse? Étais-je vraiment courageuse? J'avais réussi à me persuader que partir était un acte de bravoure dont je pourrais me vanter plus tard. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur de vous dire que non, ce n'est pas du courage. Attendre, dans l'optique de partir, de s'enfuir à la première occasion, ce n'est pas du courage. Parce que pour moi, maintenant, le courage, c'est de se tenir face à ses problèmes et les affronter. Il n'est plus question de chercher une autre solution, une échappatoire. Le courage, c'est être là. C'est être présent, les pieds dans le vide, sans savoir si on en ressortira indemne. Le courage, c'est une lutte. Effroyable, interminable, mais avec la perspective d'une porte de sortie. C'est comme un chemin, plein d'embûches et d'obstacles, certains plutôt faciles, et d'autres totalement infranchissables. Mais j'aime à penser que rien n'est réellement infranchissable à plusieurs. Et croyez-moi qu'au milieu du chemin, seul, perdu et désespéré, il n'y a rien de mieux qu'un ami qui vient vous prendre la main et vous dire que oui, ça ira mieux demain. Mais ça n'ira pas mieux en attendant, ça ira mieux en avançant, ensemble. Et qu'importe les difficultés ou craintes, on avancera. Bien évidemment, je ne dis pas par là qu'il faut mettre toute la responsabilité et le poids de nos soucis sur les épaules d'un autre. Ça reviendra à croire au prince charmant, et ça va être dur à admettre, mais non. Le prince charmant n'existe pas. L'entraide, c'est endosser ses responsabilités, mais accepter que d'autres essayent d'alléger ce poids pour nous. Cette année, j'ai appris que je n'étais pas seule. Que nous sommes certes tous ensemble, mais chacun dans notre coin, à attendre que ça aille mieux. Et je m'interdis de continuer ainsi, n'être que spectatrice de ma vie lorsque tout bouge autour de moi. J'ai laissé trop d'occasions passer, à ne faire qu'attendre, ne pensant qu'à fuir. Simone Veil écrit d'ailleurs « Consentir à ne pas être, c'est consentir à la privation de tout bien. » L'attente, c'est consentir à ne pas être. L'attente, c'est laisser la place à d'autres de vivre pour nous. Et là où l'on pense éluder la question, en attendant la solution dans l'avenir, en réalité, on se prive du présent.
Et j'irais même jusqu'à dire qu'on se prive de nos vies. Alors est-ce que j'ai une solution magique pour que ça aille mieux demain? Non. Mais maintenant, je sais que ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux si je ne trouve pas la force de faire en sorte que ça aille mieux. Si nous ne trouvons pas cette force, alors aujourd'hui, j'ose enfin dire haut et fort, je refuse d'attendre toute ma vie. Je refuse de subir toute ma vie. Je ne veux plus me laisser faire. Je veux vivre. L'enfer, c'est les autres. Et ben moi, je m'efforce dur comme fer à croire que le paradis, c'est nous tous. Merci. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir bien fort nos 10 orateurs et oratrices de la soirée. Alors, voyez-vous, dans les 10 minutes qui vont venir, le monde va se séparer en deux groupes. D'un côté, un groupe qui va passer un très mauvais moment, je veux bien sûr parler de notre jury, qui va devoir sélectionner le meilleur orateur ou la meilleure oratrice de la soirée. Mais pendant que eux vont devoir délibérer et se torturer l'esprit dans un choix impossible, vous allez passer un chouette moment. On a décidé de vous faire partager une partie de ce qui s'est passé tout au long de ces 3 mois au sein des Libres Parleurs de Montreuil. Il y a quelques semaines, lors de notre dernière masterclass, j'ai demandé aux formateurs et aux formatrices qui ont encadré les ateliers rhétoriques de prodiguer à l'ensemble des lycéennes et lycéens du projet, de leur prodiguer leurs meilleurs conseils d'orateurs pour convaincre. Eh bien, on vous en a tiré un petit montage vidéo de 10 minutes. Alors, pendant que notre jury va se torturer l'esprit, vous allez bénéficier des 10 meilleures minutes, des meilleurs conseils pour convaincre, des meilleurs formateurs des Libres Parleurs de Montreuil. A tout de suite, on se retrouve dans 10 minutes. Alors, cette année, c'est la 2e édition des Libres Parleurs de Montreuil. Les Libres Parleurs de Montreuil, c'est le concours d'éloquence des lycéens et lycéennes de la ville. Mais en fait, les Libres Parleurs de Montreuil, c'est beaucoup plus qu'un concours d'éloquence, c'est avant tout un projet sur la rhétorique. C'est un projet au long cours, c'est un projet citoyen. On forme de jeunes citoyens et de jeunes citoyennes. Et au bout du compte, on a un concours d'éloquence. Mais ce concours d'éloquence, finalement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui vient couronner un projet citoyen qui est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. En tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de le concevoir. Avant tout, je trouve vraiment que c'est un projet, comme disait Romane, qui est vraiment très important, dans le sens où l'art oratoire, de nos jours, il est un peu laissé de côté et laissé à une élite, par exemple les politiques, etc. Je pense que montrer à des jeunes, surtout qu'on est en banlieue, que l'art oratoire il est accessible à tout le monde, qu'il est simple au final, qu'il se base sur quelques fondements et qu'il permet vraiment énormément. Un bon orateur, ça lui ouvre beaucoup de portes. Ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y avait finalement autant de gens qui s'intéressaient à ça et qui laissaient place, et en fait que c'était vraiment une science concrète avec des règles concrètes, et pouvoir les apprendre à mon âge comme ça gratuitement avec mon lycée, je trouve que c'est vraiment une grande chance en fait qu'on a eue. Alors ce matin, c'était la 3e masterclass des Libres Parleurs de Montreuil. On rassemble l'ensemble des lycéens et lycéennes qui sont partie prenante du projet, qui font partie du projet. Et puis on essaye de leur proposer un enseignement, de la matière, des conseils sur la rhétorique, l'éloquence, la prise de parole. La peur dans le combat, c'est la peur de recevoir des coups, mais aussi d'en donner, qu'il faut savoir dépasser pour s'engager dans un combat corps à corps. Et dans la parole, c'est une lutte contre sa propre appréhension du fait de ne pas forcément savoir ce que l'on va dire, du fait de ne pas être maître
du propos que l'on va tenir. La parole est un sport de combat. Et si c'est un sport de combat, il s'agit donc de s'entraîner. La lecture, jeunes gens, voilà l'entraînement le plus riche pour devenir d'excellents orateurs et être dignes de parler. Et soyez sûrs que vous en êtes tous et toutes dignes. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de conseils, parce qu'il y avait 7 intervenants, on avait un peu une dream team en face de nous. Chez moi, je vais me refaire un peu tous les conseils, j'ai noté quelques trucs sur mon téléphone. J'ai pensé, mais quelle angoisse. J'ai pensé, quelle angoisse, parce que demain, c'est très flou pour moi comme notion. C'est flou parce que déjà, il y a tellement de trucs qui pourraient mal se passer. Les incendies, les coronavirus... Voilà, vous voyez l'idée. L'idée, c'est chacun à son tour, une phrase chacun. Vous allez construire votre raisonnement. C'est parti. Donc, je voulais vous parler du lien entre l'improvisation et l'art oratoire. Et a priori, il n'y a pas grand-chose de similaire entre un discours qu'on prépare et l'art d'inventer des choses sur le moment. Mais en fait, si. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'improvisation, ça demande certaines qualités, ça développe certaines qualités qui ne sont pas forcément celles qu'on croit et qui sont des qualités similaires dont on a besoin pour prendre la parole en public. Dans l'équipe des formateurs extérieurs, moi je suis un petit peu le prof, parce que dans la vraie vie, je suis prof. Et ce matin, je vais trahir mes collègues. Puisque je vais, alors pas tout, je vais pas tout vous dire, mais je vais vous dire quelques trucs, quelques astuces qui font que quand on est prof, en fait, avant tout, on est des bons orateurs. Alors le conseil que j'ai le plus retenu ce matin, c'était de donner le meilleur de soi-même, d'être le meilleur de soi-même selon la situation, le contexte. Avant de préparer cette intervention, évidemment, j'ai stressé. On va pas se mentir, on a plus l'habitude que vous de faire ça, mais moi, clairement, j'ai vachement stressé. Et là, je me suis dit, stop, tu devrais t'appliquer les conseils que tu donnes, évidemment, aux élèves. Et ce premier conseil, c'est donner la meilleure version de soi-même. Et ce qui est important dans donner la meilleure version de soi-même, il y a soi-même. Un conseil qui m'a pas mal marqué, c'est peut-être le conseil de Jay, je crois que c'était Jay qui avait donné ce conseil, le fait de essayer de comprendre quand on a été convaincu par quelque chose, comprendre qu'est-ce qui nous a convaincu, quel a été notre cheminement jusqu'à ce qu'on soit convaincu, jusqu'à ce qu'on admette cette idée, et voir si on peut l'appliquer à la personne qu'on a en face de nous, essayer de lui faire comprendre qu'on est passé par là, avant nous aussi on pensait le contraire et puis on a été convaincu, et essayer de voir si on peut lui montrer que c'est le meilleur choix à faire, qu'il y a un cheminement à faire, et lui présenter ce cheminement. Comment susciter l'intérêt de quelqu'un? Eh bien, je crois qu'un premier truc qui ne fait pas tout, mais qui fait beaucoup, c'est de présenter à cette personne ou ces personnes ce que vous avez en commun avec elle. Parce que quelqu'un qui pense avoir quelque chose en commun avec vous sera beaucoup plus susceptible de vous écouter. Donc en fait, mon conseil, c'est celui-ci. Lorsque vous cherchez à convaincre quelqu'un, expliquez-lui d'abord comment vous avez été convaincu vous-même avant de lui expliquer pourquoi. Je pense vraiment que c'est une excellente expérience et c'est super qu'on nous propose ça ici à Montreuil et aux lycéens parce que ça a été pas mal évoqué aujourd'hui pendant la masterclass et je partage totalement ce point de vue. C'est que pour être de bons citoyens, c'est-à-dire pouvoir se faire sa propre opinion sur des sujets importants, sur comment on veut vivre demain, puisque c'est le thème demain pour ce concours, je pense que c'est ultra important de pouvoir être critique face aux discours qu'ont les autres, de pouvoir analyser la manière dont les autres se comportent, les autres parlent, et aussi pouvoir nous énoncer notre idée, notre propos, pouvoir convaincre les gens, pouvoir juste leur exposer et puis après qu'eux-mêmes fassent le choix de si oui ou non ils y adhèrent. Donc je pense que cet atelier il est génial, c'est une super expérience, ça nous apprend beaucoup de choses, vraiment il y a énormément de contenu au niveau des cours. Là, depuis le début des interventions, on a beaucoup entendu parler de détente et je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit.
être détendu pour parler en public, c'est mieux. Vous avez déjà tous dû voir, même déjà ce matin en fait, quand quelqu'un n'est pas à l'aise sur scène et un peu stressé, on le voit. On le voit immédiatement. On ne sait pas forcément pointer du doigt pourquoi, mais on le sent. Merci à toutes et à tous. Dans un instant, on va passer aux questions. Je suis sûr que vous avez des questions aux uns, aux autres ou à tout le monde concernant l'art oratoire, la rhétorique, l'art de convaincre, de se lier aux autres, la sexualité des fourmis, le temps qu'il fait dehors. Vous avez sans doute plein de questions, quoi, hein. C'est samedi matin, on a plein de questions. Alors, je voulais savoir quels conseils vous auriez pour les personnes très indécises. Tu peux aussi essayer, quand tu es toute seule, si tu veux, de te décider sur l'un et l'autre point de vue. C'est-à-dire que tu décides, oui, je suis pour, et ensuite tu décides, non, je suis contre. Et tu vois comment tu te sens avec chacune des deux positions. Et tu vois celle qui te convient le mieux. Je sais pas si c'est parce que je suis jeune et que du coup je me suis pas encore trouvée, mais je pars du principe qu'à chaque fois on s'adapte toujours à une certaine échelle à la personne qui se trouve en face. On sera pas pareil avec notre patron qu'avec notre petit ami. C'est un exemple bateau. Mais du coup, est-ce que vous pensez, quand vous disiez ça, que c'est la meilleure version de soi-même qu'il faut prendre dans un concours d'éloquence? Enfin, il faut notre meilleure version pour le concours d'éloquence. Parce que la version de moi-même, elle est variable par rapport à ce qui se trouve en face. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut s'adapter à son environnement. Ce qui ne signifie pas disparaître dans l'interaction. Ça, c'est très important. À chaque fois, de s'adapter à son environnement, à son interlocuteur en face, mais ne pas disparaître dans l'interaction. Tu ne peux pas à chaque fois te réinventer totalement parce que ton interlocuteur change. Les Libres Parleurs de Montreuil, c'est un projet centré à la fois sur l'éloquence et la rhétorique. L'éloquence, c'est l'art de parler, c'est l'art de prendre la parole, c'est l'art de s'exprimer, de capter l'attention, éventuellement de s'exprimer avec beauté, avec élégance, de manière captivante. Tout ça, c'est l'art de l'éloquence, c'est finalement l'art d'être un orateur. Et c'est à cela qu'on a formé les lycéens et les lycéennes. Mais on les a aussi formés à la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre, l'art d'emporter la conviction, l'art de faire valoir son point de vue. Et c'est pas la même chose parce que la rhétorique, elle peut très bien passer par l'oral, mais elle peut aussi passer par l'écrit. On peut avoir une rhétorique écrite. La rhétorique, c'est vraiment choisir les arguments. C'est vraiment emporter la conviction. Et on a essayé de faire les deux. On a essayé de former des orateurs, des jeunes lycéens, des jeunes lycéennes, des jeunes citoyens et citoyennes qui soient capables de parler en captant l'attention. Et on a essayé de former des rhéteurs, des citoyens et des citoyennes qui sont capables de convaincre, de défendre leur point de vue, d'argumenter leurs pensées. Si on voulait résumer, on pourrait dire que l'éloquence, c'est la forme, la rhétorique, c'est le fond. C'est un peu simpliste, mais ça correspond quand même un petit peu à ce qu'on a essayé de faire. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, encore quelques minutes d'attention. Le jury revient. Du coup, les résultats vont être annoncés. Soyez prêts. Encore quelques secondes. S'il vous plaît, les finalistes et le public, reprenez place. Il n'y en a plus pour très longtemps. Merci. Mesdames, Messieurs, prenez place, installez-vous. Installez-vous. Nous avons un vainqueur ou une vainqueuse. Dans un instant, vous saurez qui est ce soir le meilleur jeune orateur ou la meilleure jeune oratrice de Montreuil. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite, parce que avant tout,
il nous faut donner la parole à ceux qui ont eu la tâche déchirante de vous départager ce soir, c'est-à-dire notre jury, que vous pouvez applaudir très fort. Et nous allons... Alors, est-ce qu'on a une sorte de micro? Oui, c'est bon. Et je vous propose que nous écoutions ce que les uns et les autres ont à dire à nos jeunes concurrents et concurrentes. Antoine, peut-être, si vous voulez bien ouvrir le bal. Volontiers, merci beaucoup. Je voudrais évidemment féliciter les élèves qui sont intervenus ce soir et vous dire à quel point je suis fier de ce qui nous a été présenté. Je suis fier du département de la Seine-Saint-Denis que vous avez représenté ce soir et évidemment de la ville de Montreuil, monsieur le maire. Je suis obligé d'insister. Bon, moi je suis très optimiste, toujours de nature, donc je suis sûr que de toute manière demain sera meilleur qu'aujourd'hui, c'est évident. Comme c'est les vacances scolaires, il est clair que dans les lycées du département, ça ira mieux aussi après-demain qu'aujourd'hui. Je n'en doute pas non plus. Et puis, peut-être pour faire un petit clin d'œil à ce que j'ai pu entendre, je me suis fait des amis ce soir, alors j'ai entendu tout à l'heure une expression, je me suis fait des potes et j'irai peut-être au McDo avec eux. Merci, bonne soirée. Merci. Caroline Mécari, Caroline. Alors là, vraiment, un immense bravo à tous les candidats. Vraiment, vous nous avez bluffés. Et lorsque Clément dit que nous avons eu du mal à vous départager, je vous assure que c'est vrai. Vous étiez tous magnifiques, chacun à votre manière. Vous avez à la fois une conscience politique, vous avez un désir de solidarité, une manière d'être qui est vraie, une parole vraie. Chacun de vous a une parole vraie. Ça nous donne vraiment de l'espoir pour aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est aujourd'hui que ça commence. C'est pas demain. Demain, c'est déjà trop tard, évidemment. Mais ça nous change tellement de tous les discours que l'on peut entendre, qui sont vides d'émotions, qui ne sont que de la novlangue, qui sont... C'est d'ailleurs pour ça que certains sont appelés des godillots ou des Playmobil, parce qu'ils n'incarnent pas ce qu'ils disent. Vous pouvez changer le monde, vous êtes notre futur, vous êtes notre avenir, et nous serons avec vous. Alors vraiment, un très très grand merci, parce que pour moi, c'était un moment absolument magique. Merci beaucoup. Kemar, on continue peut-être avec Kemar, on finira, Patrice, avec toi, le président du jury. Kemar ? Oui, bonsoir. Du coup, j'avais jamais assisté à ce genre d'événement. Et j'avais pas trop regardé, pendant la semaine, j'avais pas essayé de voir à quoi ça ressemblait pour me prendre le truc dans la tronche, comme on dit. Et ça n'a pas loupé. Voilà. C'était très puissant. Moi qui je suis pas un grand fan de politique, voilà, là, juste du coup, ça n'en était pas. Ça en avait l'air parce que c'est un pupitre et tout, mais du coup, ça n'en était pas. Ou en tout cas une autre forme, hein, je sais, mais. Non, c'est... bravo. Ouais, et moi, j'ai besoin de cours d'éloquence aussi, je pense. Et donc, du coup, j'ai pris plusieurs leçons ce soir. Donc, voilà, bravo à vous. Merci beaucoup, Kemar. Merci. Alice ? Je vais me lever, puisque les orateurs se sont levés pour nous parler. Je vais me lever aussi. J'ai envie de vous dire deux choses. La première, c'est que, comme vous l'avez compris, je suis enseignante à l'université, à l'UPEC, qui a été citée par l'une d'entre vous. Et à vous entendre, ça me donne vraiment envie de vous retrouver l'année prochaine ou dans 2 ans à l'UPEC. Pour celles et ceux qui souhaiteront entrer à l'université, je sens que vous y serez vraiment très bien pour ceux qui le souhaiteront. Et je serais contente vraiment de vous y voir. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est... Je suis très impressionnée. Bravo pour votre engagement dans ce travail depuis l'automne. Bravo aux enseignants pour cet accompagnement que certainement les élèves apprécient beaucoup. Et puis, en tant qu'analyste du discours, spécialiste du langage, j'ai aussi envie de vous dire bravo de nous montrer la force du langage, la beauté du langage.
sa puissance. La puissance du langage, alors vous nous l'avez montré ce soir, non pas pour tromper, manipuler, falsifier, entourlouper, ni même pour provoquer, mais pour porter des convictions, porter des valeurs, porter un engagement. Et c'est vraiment cet usage de la parole, pas un usage sophistique, mais un usage démocratique de la parole dont nous avons besoin. Et vous avez montré ce soir, chacun, que c'était possible. Et je vous remercie pour ce beau témoignage sur le langage. Merci beaucoup. Merci Alice. Jean Massier. Ouais, moi j'ai un mot qui m'est venu, c'est nul. Voilà, nul. Nul ne saurait faire aussi bien que ce que j'ai entendu ce soir. Et ouais, je l'ai préparé celle-là. Non mais voilà, et je suis presque gêné parce que qu'est-ce que vous attendez de nous ? Voilà, qu'est-ce que vous attendez de nous qu'on vous juge ? On est qui ? Enfin, vous allez être jugé par le maire de Montreuil, par une star de Canal+, par un youtubeur, une ténor du barreau, une maîtresse de conférence, un directeur académique. Un auteur éloquent, un streamer, on est nuls, voilà, on est nuls. Et moi je pense que le monde n'ira pas mieux demain si vous attendez de gens comme nous, qu'on vous dise si vous êtes éloquent ou pas. Donc n'attendez rien de nous, vous êtes formidables, vraiment. Bravo. Bravo. Bill. Ouais, moi je reste assis parce que c'est long ce que j'ai raconté. Ouais, parce que je préfère faire durer un petit peu le suspense, hein, étant donné que dans quelques instants on saura qui est le ou la gagnante, et qu'ensuite le jury ira voir les autres en leur disant t'inquiète, c'était toi le deuxième. Avant d'avoir à subir cette désagréable épreuve, je voulais quand même revenir sur les merveilleux discours qui ont été faits ce soir. Parce qu'on a appris des trucs super, hein, à commencer par May de Souza qui nous a expliqué qu'une étude australienne prévoit la fin du monde en 2050. Elle a vu ça sur les réseaux sociaux. Moi j'étais très content parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que le gouvernement prévoit d'interdire les touillettes en plastique d'ici 2040. Donc ça veut dire qu'on n'aura que 10 ans à ne pas pouvoir touiller nos expressos à cause des tortues de mer, donc c'est pas mal. En fin de compte, restons optimistes, hein, c'est une étude australienne, donc avec le décalage horaire, la fin du monde aura lieu un jour plus tard chez nous. Voilà, et puis ça permet de relativiser, de moins s'inquiéter quant à cette fameuse réforme des retraites. Ensuite, on a eu Thalia qui a appris l'anglais et qui avec des merveilleux efforts et grâce à l'aide du système français, etc., a envie d'aller aux États-Unis, et j'espère qu'elle va réussir à accomplir ce rêve, Thalia, parce que les États-Unis ont bien besoin d'elle, hein, surtout qu'elle va devenir apparemment neurologue, et je pense que le Donald, il a vraiment besoin d'un bon neurologue. Et pas que le Donald, tout le pays, hein, c'est quand même un pays où ils mangent des nachos, des tacos, des burritos, des faritas toute la journée, et ils veulent construire un mur avec le Mexique. Un pays où on doit s'endetter toute sa vie pour pouvoir travailler à l'école. Donc je pense que Thalia, si tu vas là-bas, tu pourras leur expliquer comment c'est quand même un peu mieux chez nous. Alors Alexandre nous a dit, je suis sûr qu'il y a des gens intelligents dans la salle, il a même demandé, il n'a pas demandé s'il y avait des menteurs dans la salle. Je ne sais pas si les menteurs d'ailleurs auraient levé la main. Mais il est très optimiste, Alexandre, à toutes les belles choses que l'homme a accomplies. Comment c'était bien pire avant au niveau de la médecine. Je pense qu'on peut nuancer un peu tout ça. Il y avait quand même des bonnes choses avant et des choses moins bien aujourd'hui, hein. La médecine a certes évolué, mais maintenant on invente des nouvelles maladies, les addictions aux réseaux sociaux, des choses pour nous causer même des maladies, le bisphénol, le glyphosate. On invente même des maladies, des virus pour les ordinateurs, comme si ça suffisait pas d'en avoir pour les humains. Alors, Alexandre, il nous dit qu'autrefois, la guerre était un sport, mais c'était peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, où il y a beaucoup de dopage, quand même. Parce que, quoi qu'on en dise, l'arme nucléaire, c'est un peu moins sportif que les épées et les silex, et c'était peut-être un peu mieux quand même, les silex. Et la tolérance, hein, aujourd'hui, est-on vraiment moins tolérant
qu'il y a 100 000 ans, de nos jours, est-ce que les australopithèques auraient vraiment mis la honte à une femme sur les réseaux sociaux parce qu'elle ne s'épile pas correctement? Je ne suis pas sûr. Bref, l'optimisme, c'est très bien, mais c'est difficile d'en trouver aujourd'hui, quoique les incendies en Australie, tous ces eucalyptus qui brûlent, soulageront peut-être les maux de gorge liés au coronavirus. Il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. En tout cas, les verres que nous a fait Hugo étaient loin d'être à moitié vides. Hugo qui n'était pas démago, qui nous a fait des rimes sans faire de frime, qui a slamé sans nous spammer, et qui, dans ce slam, nous a mis toute son âme. Donc c'était beau, Hugo. Alors ensuite... Alors Faridatou nous a fait une histoire qui a énormément touché beaucoup de membres du jury et qui était pleine de vérité et de une belle leçon de vie. Tu as bien fait, Faridatou, d'écrire au maire pour tes problèmes de précarité qui t'obligeaient à dormir tête bêche avec ta mère, d'écrire au maire plutôt qu'au gouvernement qui t'aurait sans doute suggéré de lancer une start-up de nouvelles housses de couette pour 2 personnes. À ce moment-là, tu serais aujourd'hui en train de faire une cagnotte litchi sur les réseaux sociaux au lieu de faire un concours d'éloquence et de donner des belles leçons de vie à tous les rêveurs. Donc merci Faridatou. Kumba nous explique qu'on est dans un monde où on se fait mal voir si nos croyances dérogent à des intelligences artificielles. Ça aussi, c'est très beau parce que les intelligences artificielles, quand même, ne sont toujours pas capables de cocher « je ne suis pas un robot » pour arriver à pirater des sites. Donc, c'est génial qu'elle nous dicte nos croyances. Elle nous dit aussi que la guerre est une possibilité aujourd'hui offerte. Même depuis quelques jours, on va même avoir le droit de faire la guerre avec l'Angleterre. Ce qui est pas mal. Ensuite, on a eu Tatiana, qui, avec panache, a lutté contre le racisme anti-crête. C'était un peu tiré par les cheveux, mais pas besoin de couper les cheveux en 4. Ceux qui font du racisme anti-crête sont des crétins. Et je pense que Élie Quadio, qui nous a parlé de ses contours, ne contredira pas cette affirmation. D'ailleurs, il a une belle phrase aussi, Élie. Il nous dit que s'il y a des problèmes, c'est parce que qu'on pourrait régler nos problèmes en devenant tous des super-héros. Donc peut-être que s'il y a des problèmes, c'est parce que les super-héros de la génération d'avant étaient quand même un peu moins bien que ceux d'aujourd'hui et que nos parents essayent de devenir des Albator ou des Power Rangers. Donc, espérons que les futurs Pokémon ou autres seront un peu meilleurs. Tatiana qui dénonce aussi la violence gratuite des policiers. Alors moi je pense quand même qu'on peut les remercier parce que ce serait pire si en plus ils nous faisaient payer. Au moins c'est gratuit là. Ensuite on a eu Emma Vignon. Emma Vignon qui nous a expliqué que pour elle, elle pensait que la cause de ses problèmes était uniquement la géographie. Alors moi, quand j'étais au lycée, franchement, j'avais d'autres causes de problèmes. Il n'y avait pas que la géographie, hein. L'histoire, les maths, l'anglais, le français. Mais bon, apparemment, les profs d'aujourd'hui sont mieux, c'est porteur d'espoir. Emma nous explique aussi que rien n'est réellement infranchissable à plusieurs. N'en déplaise à la RATP, c'est effectivement le cas d'un tourniquet de métro. C'est moins le cas des ascenseurs. Et elle nous dit qu'il faut refuser d'attendre. Parce que le changement, c'est maintenant, comme disait Grace. Et là, j'avais une super blague sur la procrastination, mais finalement, je la raconterai plus tard. Parce qu'il est temps maintenant de donner le nom du ou de la gagnante de cette merveilleux concours d'éloquence. Bill François, merci, monsieur Bill François. Merci Bill. Et on donne la parole au président du jury, mesdames, messieurs, le maire de Montreuil, Patrice Bessac. D'abord, à nouveau, moi j'ai éprouvé une grande émotion et une grande fierté en écoutant l'ensemble des participantes et des participants qui, pour moi, ont illustré le fait qu'ils ne sont pas des beaux parleurs, mais qui sont des libres parleurs. Et que, en vous écoutant, on avait le sentiment d'écouter votre vérité. C'est quelque chose de fondamental et de très, très agréable. J'ai écouté Médée Souza. J'ai entendu pour moi une idée très juste qui est de dire les questions écologiques, sauver la planète, au fond, n'appartient pas juste comme responsabilité à la jeunesse d'aujourd'hui, mais à l'ensemble des générations. Et je trouve cette idée fondamentale pour notre présent. J'ai écouté Talia avec son courage
son courage de vie, son courage d'être devant nous, son courage d'affirmation. J'ai écouté Hugo qui dit quelque chose qui me semble très important. Je ne veux pas transmettre cette peur à l'humanité. Et parce que je crois que nous sommes condamnés à rencontrer nos peurs si nous ne les brisons pas. Et du coup, rencontrer cette idée m'a soulevé. Alexandre, le pessimisme n'est pas une solution, c'est un problème, qui est un fil rouge qui, à mon avis, est dans tous les propos des lycéennes et des lycéens, cette idée qu'il n'y a pas, que l'heure n'est pas à la résignation, qu'il s'agit de vivre debout. Élie, qui m'a fait rire, et également qui a dit cette phrase qui est à mon sens puissante, je vous invite à tous être des héros. Elle a formulé comme ça, elle peut avoir sa forme de naïveté, mais je crois que pour être vraiment sérieux, il faut être un peu naïf. Pour être vraiment sérieux, il faut demander à toutes et tous de retrouver leurs rêves fondamentaux d'enfants, d'une certaine manière. Et donc je suis totalement d'accord avec cette idée. Il faut aspirer à être des héros. Faridatou, bon, j'ai été très soulagé d'avoir répondu à votre courrier. pendant un petit moment, vous savez, j'ai un peu de sueur qui a coulé contre mon front. Et cette phrase, pour tous les rêveurs, pour tous ceux qui espèrent, parlez au courage, parlez à ceux qui n'ont pas abandonné, leur dire qu'il n'est pas temps d'abandonner, qu'il est temps de faire des rêves à hauteur d'homme, à hauteur d'être humain. Waouh. Grâce, pour moi, vous avez évoqué une chose très, très, très importante, c'est pourquoi ça n'irait pas mieux aujourd'hui. Ce que nous avons à faire ici et maintenant, là où nous pouvons assumer nos responsabilités. Et c'est pour moi une idée qui me traverse chaque jour. Que puis-je faire ici et maintenant? Kumba, nous voulons la paix intérieure, c'est-à-dire la sagesse, la paix dans le monde, mais tout cela ne serait que des mots adolescents et puérils s'ils ne sont pas suivis d'actes. Et à nouveau, cette idée-là qui est que les mots n'ont de sens que s'ils sont incarnés dans une vie, ça me semble être des mots d'une sagesse infinie. Tatiana, les manifestations et cette idée d'être ce que l'on est, d'affirmer face au monde, face à la violence, face à tout ce qui empêche sa liberté, persévérer dans son être. Ça me semble être, pour nous tous et tous, et notamment pour nous adultes, un message puissant. Et enfin, Emma, pour moi, vous avez incarné une grande chevalière, d'une certaine manière, une grande combattante, car vous nous avez invités au courage. J'aime à penser que rien n'est vraiment infranchissable à plusieurs. L'attente ne résout rien. Je pensais que m'échapper, que m'enfuir serait une solution. J'ai compris que ce n'est pas du courage. Et encore ce mot que j'ai noté parce qu'il m'a touché, l'entraide. Pardon, le courage, c'est endosser ses responsabilités et en même temps accepter que l'entraide nous permet de faire face aux situations. Et je trouve qu'il y a là aussi une leçon forte pour nous tous et tous. Accepter nos responsabilités, accepter que nous sommes maîtres de notre vie et en même temps accepter qu'il y a des autres qui peuvent nous permettre de franchir les obstacles que nous rencontrons dans notre vie. Bravo, bravo Montreuil, bravo les lycéens. Bravo, merci. Merci à tous les membres du jury. Dans un instant, vous connaîtrez le nom
de l'orateur ou l'oratrice de Montreuil pour ce soir. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, il nous reste plusieurs choses à faire. La première, s'il vous plaît, féliciter, remercier et nommer ceux dont on n'a pas assez parlé, c'est-à-dire les formateurs et les professeurs qui ont encadré l'ensemble des lycéens. On va les citer. Aurélia Ciano, David Jarousseau, Margot Lefebvre, Solène Lemarec, Raphaël Martin, Élise Roch, Jérôme Roustan, Jay, Guillaume Varet, qui ont été les formateurs qui ont formé les lycéens. Et les professeurs qui ont participé également, Hélène Bronner, Anne Chrisma, Jamila Almansouri, Élise Gragnou, Éléonore Lamalière, Caroline Rançon, Pierre Troulier, Jamie Van Dyke, et les personnels de la mairie aussi, Lise Marchand, Emmanuel Loni, Jean Tillois, Marion Orbe, vous pouvez les applaudir. C'est grâce à eux. C'est la première chose qu'il restait à faire. La deuxième chose, c'est évidemment féliciter chacune et chacun d'entre vous. Vous avez été merveilleux. On a un diplôme pour vous. Et on va demander à May de Souza. May, on a un diplôme pour toi. May, tu peux te lever si tu veux bien. Va chercher. Applaudissez-la, mesdames, messieurs. May de Souza. On a Talia Jaïz ce soir qui était avec vous. Talia, tu peux y aller. Bravo. On a Hugo Fondrion. Hugo, bravo, applaudissez-le. Alexandre Gaulier, mesdames, messieurs. Alexandre, tu peux y aller, bravo à toi. Élie Quadio. Merci, bravo Élie. Faridatou Enda. Vous pouvez l'applaudir. Des applaudissements également pour Grace Ngiele. Vous pouvez l'applaudir, Grace, bravo. Un tonnerre d'applaudissements pour Kumba Sako, s'il vous plaît, Kumba. Applaudissez également Tatiana Tossani. Et enfin, celle qui fermait le bal, vous pouvez applaudir Emma Vigneron, s'il vous plaît. Bravo à toutes et à tous, vous avez été merveilleux, vous avez été formidables, vous avez fait honneur aux libres parleurs. Et tout de suite, le nom de la meilleure oratrice ou du meilleur orateur de Montreuil. Et pour remettre le trophée, j'appelle sur scène le président du jury, maire de Montreuil, mesdames, messieurs, Patrice Bessac. J'ai l'honneur d'appeler en tant que vainqueur ou vainqueuse de l'édition 2020 du concours d'éloquence des libres parleurs de Montreuil, May de Souza. Merci. Merci beaucoup. Du coup, j'ai déjà fait un discours, mais on va en faire un deuxième. Mais j'ai été hyper contente, hyper honorée de tout d'abord travailler avec Solène, qui m'a grave accompagnée tout le long. En fait, de vivre ça, parce que c'était juste super d'entendre tous ceux qui étaient avec moi. On a tous été fabuleux, genre, on a tous été super d'entendre tous nos voix. On a tous donné notre touche personnelle. Et merci au jury qui... je ne saurais pas, mais qui ont été là. Et au public aussi, pour nous soutenir. Du coup, aux potes, à la famille, et merci beaucoup.
Bravo, merci. Reste ici, mais ne bouge pas. Je vais appeler sur scène l'ensemble des candidats et des candidates. On aimerait avoir les membres du jury, on aimerait avoir également les professeurs, les formateurs, l'ensemble des membres du projet. Venez, on va faire une belle photo pour tous les autres et pour tout le monde. Il y a un verre de l'amitié juste derrière. Pour ceux qui veulent venir discuter avec les candidates, les candidats, les membres du jury, on a un verre de l'amitié pour prendre un verre tous ensemble. Rejoignez-nous, les professeurs, les membres du jury. Venez toutes et tous et on va faire une belle photo. Ah bah mais les devant. Bravo, bravo à toutes et à tous, bravo à May de Souza, bravo à tous. Et on se retrouve à l'instant juste derrière pour le verre de l'amitié. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, à tout de suite, merci. Bon ben voilà, c'est fait. Je savais. Merci beaucoup. Merci. C'était hallucinant. Allô, on a juste besoin pendant une seconde de tous les candidates et les candidats pour faire une jolie photo des candidates et candidats. Est-ce que les candidates et candidats peuvent nous rejoindre, s'il vous plaît? Les candidates et candidats, les libres parleurs, libres parleuses. Ouais, non, mais je crois qu'il y avait trop de trucs. Il y avait trop, fallait choisir. Il y avait trop de trucs.